sur les questions environnementales, notamment le dernier qui s'appelle « Comment la mondialisation a tué l'écologie ». Donc un titre dont la provocation ne vous échappera pas. Alors, le sujet du jour est particulièrement important parce que, comme l'a rappelé Yves, on est dans une période de crise absolument gravissime. Et on est aussi dans une période où la question écologique n'a jamais été aussi présente dans le débat public et n'a jamais été aussi importante, puisque vous savez comme moi qu'on est confronté à un certain nombre de crises, celle du changement climatique, celle de la biodiversité, qui sont tout à fait importantes. Et ce lien entre les questions d'emploi et les questions d'environnement a toujours été un lien conflictuel. Quand on regarde l'histoire de l'écologie, on a toujours eu un antagonisme entre les questions d'emploi et les questions d'environnement. Alors, pour prendre quelques exemples, on peut penser aux travailleurs aux États-Unis qui déforestaient pour soit forer du pétrole, soit installer un certain nombre d'activités, et qui étaient opposés à des militants anti-déforestation, donc des activistes écologistes. Et le slogan des salariés, des employés de ces travaux de déforestation, slogan évidemment soutenu par le patronat américain, c'était sauver des emplois, manger un écologiste. Donc ça vous donne un petit peu le niveau des débats. On peut penser aussi à une situation comme celle qu'on a connue dans le Nord, à Noyelles-Godault, avec le site Métal Europe, un site particulièrement polluant, et que l'entreprise qui gérait ce site voulait fermer. Alors fermer, pas pour le faire disparaître, mais pour délocaliser la production, l'implanter ailleurs dans des pays à la main-d'œuvre, et où l'argument de la protection de l'environnement a été justifié pour fermer ce site et détruire plusieurs centaines d'emplois. Et puis on pense aussi évidemment au débat sur le nucléaire, qu'on connaît depuis des décennies, et où la question de l'emploi est toujours au centre du débat, avec des partisans du nucléaire qui expliquent que si on sort du nucléaire, eh bien, on va supprimer des emplois. Donc c'est un véritable débat de fond. Est-ce qu'on peut en même temps défendre une vision écologique de la société et créer de l'emploi? Alors quel est le discours du mouvement écologiste par rapport à ce débat? Et je dis bien le mouvement écologiste, pas simplement les organisations politiques écologistes, mais ça dépasse largement les organisations politiques, c'est aussi le mouvement associatif, et aujourd'hui c'est même la communauté internationale qui se positionne sur cette question emploi et environnement. Vous avez en fait deux arguments qui ont été utilisés pour essayer d'expliquer que l'environnement pouvait être compatible avec la préservation de l'emploi. Le premier type de discours, c'est en général en période faste, en période de croissance économique, où les mouvements écologistes ont défendu la réduction du temps de travail, en disant que, avec les gains de productivité qu'on connaissait dans les différentes activités, on allait pouvoir réduire le temps de travail, et les mouvements écologistes ont été parmi les premiers à militer pour la semaine de 32 heures par exemple, et le fait est qu'en 1997, alors qu'on était dans un contexte économique assez favorable, on a obtenu une réduction, alors pas à 32 heures mais à 35, de la durée du travail. Et en période de crise, et notamment depuis 2008, depuis que cette gigantesque crise a éclaté, on est face à un nouveau discours qui nous dit avec l'environnement, on va pouvoir créer des emplois verts. On va pouvoir relancer l'emploi, ou en tout cas éviter des pertes d'emploi avec des nouveaux domaines d'activité, des nouveaux postes.
Alors, quels sont les arguments derrière cette idée des emplois verts? Il y en a deux. Le premier, c'est qu'on serait en mesure de créer des emplois non délocalisables. Et on pense notamment à tout ce qui est isolation des bâtiments, développement des énergies renouvelables, et que, contrairement à des secteurs industriels qui ont déjà été délocalisés ou qui sont en train de l'être, eh bien, on aurait des emplois qui ne seraient pas délocalisables. Et le deuxième argument, qu'on entend assez souvent, c'est de dire que grâce à la loi de l'offre et la demande, à la loi du marché, dans le domaine de l'énergie, eh bien, on aura mécaniquement un phénomène de relocalisation. Alors moi, je voudrais essayer de creuser un petit peu ces questions. Premier argument, celui des emplois non délocalisables. C'est vrai que, en première approche, on pourrait se dire que c'est juste, qu'on peut créer des emplois de proximité et que c'est effectivement des emplois d'avenir. Mais il y a quand même un petit problème dès le départ, c'est que considérer qu'il y a des emplois délocalisables, non délocalisables, c'est aussi considérer qu'il y a des emplois qui sont délocalisables. Et que donc, il y aurait en fait des mauvais emplois qui pourraient être délocalisés et de bons emplois qui pourraient être relocalisés ou qu'on pourrait garder localement au niveau national. Et en fait, c'est quelque part une acceptation, une résignation face à ce phénomène d'ampleur qui est le phénomène des délocalisations, et donc une acceptation de la mondialisation. Et c'est pour ça que cet argument avec lequel on peut être d'accord a priori, auquel on peut avoir envie d'adhérer, eh bien, est repris, y compris par des organisations patronales, y compris par les États, par les Nations Unies, quand on parle d'environnement. Et malheureusement, on s'aperçoit que même les bons emplois, on peut citer par exemple l'industrie des énergies nouvelles, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque, et bien même ces bons emplois sont délocalisés. Puisque les pays d'Europe, les États-Unis, pendant un temps, ont été en pointe sur les énergies renouvelables, et que quand la technologie a été éprouvée, eh bien, les multinationales se sont empressées de délocaliser la production des panneaux solaires, des éoliennes dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, comme ils avaient déjà délocalisé un certain nombre de productions. Donc, qu'on soit sur des emplois verts ou des emplois traditionnels, si on ne change pas la logique économique, eh bien, on sait ce que ça va donner. On aura de la même manière des mouvements de délocalisation et on ira produire le photovoltaïque, l'éolien, le véhicule électrique, toutes ces technologies vertes dans des pays à bas coût de main-d'œuvre et dans des conditions qui sont assez souvent déplorables. Alors maintenant, on a effectivement des activités de service qu'on peut espérer conserver sur le territoire national. Mais il ne faudra pas oublier trop vite qu'on a signé un accord à l'Organisation mondiale du commerce qui s'appelle l'Accord général sur le commerce des services, qui a donné lieu à une directive européenne qui est la directive service, qui ensuite est transcrite en droit national, et qui fait que toutes les activités de service vont progressivement être mises en concurrence. Et que c'est pas parce qu'on va isoler des bâtiments ou qu'on va installer des énergies renouvelables qu'on va garantir un emploi local, parce que ce qui nous attend dans les années qui viennent, progressivement comme d'habitude, eh bien, c'est qu'on puisse mettre en concurrence des services qui seraient délivrés par des pays à bas coût de main-d'œuvre au sein même de l'Union européenne et des services qui seraient localisés en France. Le deuxième argument sur cette augmentation du coût de l'énergie qui produirait de la relocalisation. Alors c'est pareil, c'est quelque chose qui a priori paraît relativement logique. Si le coût de l'énergie augmente, le coût des transports va être plus élevé, et donc on aura intérêt à moins transporter. Et quand on ne regarde que le poste de transport, c'est vrai.
Le problème, c'est que si le coût de l'énergie augmente, il va augmenter pour tous les postes. Il va augmenter pour les transports, mais il va aussi augmenter pour la production. Et on a déjà un certain nombre d'industries, celles qui consomment beaucoup d'énergie, qui ont tendance à se localiser dans les pays où l'énergie est la moins chère. Et comme par hasard, les pays où l'énergie est la moins chère, eh bien, ce sont aussi ceux qui exploitent la main-d'œuvre, qui sous-payent les salariés, où les droits sociaux sont réduits à quasiment rien. Et donc, si on compte simplement sur la loi du marché, et que, effectivement, le prix de l'énergie augmente, eh bien, on va encore inciter les industries les plus énergivores à se localiser dans ces pays à bas coût de main-d'œuvre et qui, en général, utilisent du charbon, qui, comme vous le savez, est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, au contraire, c'est pas par l'augmentation du prix de l'énergie qu'on peut espérer relocaliser, on risque même d'aggraver le problème. Et si on voulait vraiment favoriser la relocalisation, je crois que les premières mesures qui pourraient être prises, eh bien, ce serait d'augmenter radicalement les salaires dans les entreprises de transport, donc les salaires des chauffeurs routiers, les salaires des équipages de porte-conteneurs, parce que c'est véritablement la variable qui pèse dans les coûts de transport. Et finalement, quand on fait ce bilan qui effectivement est très réjouissant, eh bien, on s'aperçoit que le principal obstacle à des mesures sérieuses de protection de l'environnement, eh bien, c'est avant tout le libre-échange. C'est parce qu'on a permis cette libre circulation des marchandises, des capitaux et des informations, donc des ordres des décideurs économiques, c'est par cette construction politique du libre-échange eh bien, qu'on s'est condamné à l'impuissance au niveau environnemental. Alors, d'une part, parce que le libre-échange est nuisible au niveau environnemental, et vous avez un certain nombre d'études qui traitent de la question. Le libre-échange est nuisible au niveau environnemental parce que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées au commerce international est plus importante que l'augmentation du commerce international. Ce qui est relativement logique, puisque comme les grandes multinationales cherchent absolument à abaisser les coûts de production et vont délocaliser dans des pays qui n'ont pas ou peu de réglementation environnementale, eh bien pour une production identique, on va pouvoir produire en émettant plus de gaz à effet de serre, en consommant plus d'énergie, en polluant l'environnement avec des produits chimiques. Mais ce qui est le plus important et le plus grave sur le libre-échange, c'est que en s'interdisant, en acceptant cette libre circulation des marchandises, eh bien, on met les conditions de production de différents pays avec différentes normes, différents niveaux de normes sociales et environnementales en concurrence, et que du coup, eh bien, on s'interdit la possibilité de mettre en place des normes sérieuses. Si vous avez un gouvernement qui se dit un jour, eh bien, on va contraindre les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou réduire les émissions de substances chimiques, avec l'argument de la concurrence internationale, ça donne immédiatement un chantage aux délocalisations qui fait qu'aucun gouvernement ne peut tenir tête aux multinationales qui menacent de délocaliser et de détruire des emplois. Et depuis des années, eh bien, on voit des gouvernements faire des annonces successives. On a eu récemment le Grenelle de l'environnement, on a eu des opérations tout à fait identiques sous d'autres gouvernements, mais systématiquement, ces gouvernements eh bien, se couchent devant les multinationales parce que le chantage aux délocalisations est le plus fort. Et donc, on est dans un véritable scandale démocratique où ce sont les multinationales, finalement, qui font les règles de protection de l'environnement, comme elles font également les règles sociales. Alors, ça veut dire que si on veut véritablement répondre à la crise environnementale et ne plus être prisonnier de ce chantage de délocalisation, eh bien, il faut sortir du libre-échange. Et moi,
je pense que c'est la première véritable mesure environnementale qu'un gouvernement qui veut faire de l'écologie devrait prendre. Alors évidemment, quand on dit sortir du libre-échange, ça veut dire retrouver une régulation du commerce international et donc mettre en place, ayant pas peur des mots, des mesures protectionnistes. Et bien sûr, ce n'est pas un protectionnisme pour protéger les intérêts des grands groupes français ou européens, c'est bien un protectionnisme qui permet d'ériger des règles. Et je terminerai en vous donnant un petit exemple historique qui est tout à fait intéressant. Vous avez une entreprise qui, à l'époque, s'appelait Péchinet, grand groupe français, et qui fabriquait de l'aluminium. Et Péchinet, dans les années 70, eh bien, a voulu conquérir le marché américain. Et il se trouve qu'aux États-Unis, on avait des normes très élevées, très contraignantes pour les entreprises, sur la production d'aluminium. Et ces normes étaient des mesures protectionnistes, c'est-à-dire que les États-Unis se protégeaient de la concurrence étrangère en mettant des règles que les entreprises américaines étaient capables de respecter, mais que les concurrents n'étaient pas forcément capables de respecter. Eh bien, Péchinet, pour conquérir le marché américain, s'est plié aux normes américaines et a développé des usines qui étaient aux normes et qui étaient nettement moins polluantes que la moyenne. Et dans le même temps, Péchinet était implanté sur le marché grec, donc la Grèce qui était encore à l'époque une dictature, donc vous imaginez bien à quel point la question de la protection de l'environnement tenait à cœur les dirigeants grecs. Et donc, dans ce pays, eh bien, Péchinet faisait tourner des usines qui étaient totalement obsolètes et qui polluaient complètement l'environnement. Et donc, c'est bien la preuve que par des mesures protectionnistes, on a la possibilité eh bien, de tirer vers le haut les normes de protection de l'environnement, comme on a la possibilité de tirer vers le haut les normes de protection sociale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des personnalités de l'intermondialisme comme Vandana Shiva, par exemple, eh bien, se déclarent ouvertement favorables à des mesures protectionnistes en considérant que c'est le seul moyen de lutter contre les multinationales et de redonner le contrôle citoyen sur les modes de production.